In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let I'm Batman. Buddha. beware my power. Green Lantern. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Mission to come aboard. Bien le bonjour les anxieuses, aujourd'hui on va parler de la saga Wonder Woman Earth One disponible chez Urban Comics en 3 tomes que je vous présente. Il n'y en aura pas de quatrième, la saga est bouclée définitivement et ça fait plaisir. C'est scénarisé par Grant Morrison, c'est dessiné par Yannick Paquette. Le premier volume est sorti en 2017, on attendait tous le film à l'époque, je m'en rappelle, et donc ça tombait à pic pour le coup. Je l'avais lu à l'époque. Puis le deuxième, lui, est paru en 2020. On était en plein confinement dans mes souvenirs. Et j'avais pris une claque dans le mauvais sens du terme. C'était pas forcément la suite que j'espérais en fait. Et du coup, j'étais un petit peu réticent à l'idée d'aller sur le tome 3, ce qui fait que je l'ai acheté à sa sortie fin 2023. Mais je l'ai placé sur la palle et je ne l'ai pas lu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Force est de constater qu'il y a quand même eu 3 ans d'attente à chaque fois entre chaque épisode. Et moi du coup, je trouve que c'est beaucoup trop long. Alors je jette la pierre à personne, ni aux éditeurs, ni aux artistes. Grant Morrison et Yannick Paquette ont voulu prendre leur temps pour nous proposer le meilleur des récits, donc je ne leur jetterai jamais la pierre. C'est juste que voilà, c'est un constat objectif que je dresse. 3 ans d'attente entre 2 épisodes d'une même série à chaque fois, pour moi c'est beaucoup trop. Ça me sort de l'aventure, ça ruine mon enthousiasme en fait à chaque fois. Et en plus quand on te demande de relire un truc pour te rafraîchir la mémoire, et de retourner sur un bouquin que tu n'as pas forcément apprécié, c'était le cas avec le tome 2, c'est un peu compliqué quoi. Bref. Cette vidéo va être extrêmement négative. Mais vous savez que sur cette chaîne on dit ce qu'on pense, sans détour. Et c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas comment je vais structurer ma critique, je pense que je vais y aller tome par tome, ça sera peut-être beaucoup plus simple pour éviter de s'en mêler les pinceaux. Alors on est parti sur le tome 1 qui est très clairement pour moi le meilleur de la trilogie. Grant Morrison revient sur l'origine story du personnage. Pas l'origine story dans le sens où on l'entend généralement. Normalement, une origin story, c'est nous raconter les premiers pas d'un personnage dans sa vie civile, dans sa vie de super-héros. On raconte le bain social dans lequel le personnage naît, puis grandit, le contexte social dans lequel il est éduqué, dans lequel il est élevé, en fait, tout simplement. Hein. Et l'acquisition de ses super pouvoirs, la découverte de son corps à ce moment-là, de ses nouvelles capacités, et puis le façonnage de son identité de super-héros. C'est ça en fait, une origin story à proprement parler. Et là, force est de constater que c'est pas forcément le cas ici. Ce qui nous intéresse vraiment, notamment dans le tome 1, c'est comment Diana s'est tirée de son île pour partir à la rencontre du monde des hommes. En fait, c'est ça vraiment le principal fil rouge du premier volume. Donc c'est pas une origin story dans le sens où on va la voir courir dans les prairies verdoyantes de Themyscira du haut de ses 6 ans, apprendre à manier l'épée, tout ça, il n'y a pas de ça, non, en fait. C'est juste comment est-ce qu'elle passe de Themyscira au monde des hommes. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, dès sa première apparition, elle est assez âgée. Alors c'est pas une vieille, c'est juste qu'elle en fait, elle est entre 2 âges. Entre l'adolescence, d'ailleurs, elle a toute cette fougue, tout ce tempérament un petit peu virulent, un petit peu rebelle, effronté, propre à l'adolescence. Et elle a aussi en elle une réelle et profonde, comment dire, sérénité. On sent qu'elle est quand même relativement apaisée. La sagesse en fait qui caractérise les Amazones et plus globalement les femmes. Vous allez trouver mon discours un brin caricatural, mais je peux vous affirmer que en termes de discours caricaturaux, on va être servi tout au long de l'aventure. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, Grant Morrison, il nous raconte ce qui a déjà été raconté plusieurs fois. Je veux dire, le mec révolutionne rien vraiment concernant l'origine story du personnage. Steve Trevor, qui s'écrase sur l'île avec son avion, pilote de l'US Air Force. À la différence que cette fois-ci, Steve Trevor est black. C'est justifié par une petite ligne de dialogue un petit peu plus tard. Donc pourquoi pas, de toute manière, moi, Steve Trevor, qu'il soit black ou blanc, je trouve ce personnage inconsistant. Et une fois de plus, c'est le cas ici. Grant Morrison n'a pas réussi à me réconcilier avec Steve Trevor parce que vraiment, je ne lui trouve aucun intérêt. En fait, le principal intérêt normalement de Steve Trevor, c'est d'être le love interest justement de Diana.
Et c'est même un petit peu gonflant par moment de vouloir à tout prix flanquer un Gugus dans les pattes de Diana, mais foutez-lui la paix, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle a besoin d'avoir un bonhomme, quoi. Et ça m'insupporte généralement dans les vieux récits Wonder Woman, notamment pendant le Silver Age, le mec était ultra gonflant, il était tout le temps là avec son bouquet de fleurs à la demander en mariage alors qu'elle l'avait recalé 25 fois, fous-lui la paix. Steve Trevor, c'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de mal, je ne l'aime pas du tout, quoi. Et là, bah, ça change pas grand-chose à la donne parce que Grant Morrison nous écrit un Steve Trevor plus banal que jamais. Le mec n'a aucune évolution du début à la fin de l'aventure. Il est bien sous tout rapport, en fait, il a aucun défaut. C'est un personnage qui est pas du tout creusé, pas du tout travaillé. Heu, il sert pas à grand chose, si ce n'est à Diana à se tirer de son île, en fait, parce que Diana, ça va être sa principale excuse pour se casser de Themyscira. Dès les premières pages de l'histoire, on a une Diana qui est, présentée, pieds et mains liés à ses consoeurs de Themyscira, dans l'attente de son procès. Un procès qui va être présidé par sa propre mère, Hippolyte, la reine des Amazones. Le procès est raconté au présent. En fait, voilà, on est dans cette timeline du présent et ça va servir de fil rouge tout au long du tome 1 et au cours de ce procès, évidemment, on va relater les faits antérieurs qu'on reproche à Diana et qui nous intéressent nous en tant que lecteurs, en fait, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve jugée aujourd'hui à Themyscira? Et je trouve que, pour le coup, les 2 timelines se mélangent parfaitement. Tout s'enchaîne avec une réelle harmonie. Il y a pas un côté, tu sais, où on te raconte, l'histoire et puis on entrecoupe ça, de séquences au flashback. Il y a pas ce côté-là. Je trouve que, pour le coup, c'est parfaitement organique et ça m'a pas dérangé une seule seconde. Diana, elle a rencontré Steve Trevor, donc le mec s'est craché sur l'île, je le rappelle, avec son avion et en fait, elle a essayé de le soigner. Déjà avec la technologie de l'île, donc on est sur un rayon violet, un rayon pourpre, qui est l'alpha et l'oméga de la technologie Amazon. Pour le coup, le rayon violet que vous voyez ici, le rayon pourpre, c'est un rayon laser qui fait tout. Ça soigne un Gugus entre la vie et la mort, tu peux t'en servir comme d'une arme, ça fait les pipes et le café, quoi. Donc non, c'est complètement craqué. Il y a un côté très morrisonien dans cette technologie, mais en réalité, il n'en est rien puisque, Grant Morrison n'a fait que reprendre une idée qui existait depuis bien longtemps avant lui, hein. D'ailleurs, on va retrouver pas mal de petites signatures très morrisoniennes tout au long du tome 1 et même de ce qui va suivre en réalité, hein, puisque vous savez Morrison c'est quelqu'un qui aime beaucoup les vieux récits. Tout ce qui est Golden Age, Silver Age et là il va multiplier les références à ces périodes révolues qu'on souhaiterait avoir oubliées. À part pour les plus nostalgiques d'entre nous éventuellement, mais bon, le coup du rayon laser qui fait tout et n'importe quoi, ben, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que ça va désamorcer pas mal de situations parce qu'évidemment il y a des personnages qui vont être blessés, mais dont tu sais qu'il leur arrivera pas grand chose de grave parce qu'ils vont être soignés derrière par le rayon violet, quoi. On trouve également les kangas. Ce sont des kangourous qui sont chevauchés ici par Diana et sa rivale lors des Jeux Olympiques de Themyscira. Alors déjà, les Jeux Olympiques de Themyscira, ça vient très clairement de la toute première origin story du personnage en 1941. Donc Grant Morrison n'est pas allé très loin en fait, hein. Voilà, le coup des Jeux Olympiques pour déterminer la championne des Amazones. Diana n'a pas forcément le droit d'y participer, mais elle le fait au détriment de sa mère. Vous connaissez l'histoire, hein. Ici, Grant Morrison ne réinvente rien. Vraiment, il se contente de piocher dans ce qui a été fait, de dépoussiérer, grâce au dessin hyper moderne de Yannick Paquette pour le coup, une origin story qui a 80 balais, quoi. Mais vraiment, pour moi, j'ai pas trouvé qu'il changeait grand-chose à ce qui a déjà été fait. Et donc, il fait revenir les kangas. Wonder Woman, au cours du Golden Age, dès 1941, en fait, elle avait un animal de compagnie qui était un kangourou. Tout comme Supergirl, elle a eu son cheval blanc Comet, tout comme Aquaman, il a eu en 1956 Topo, la pieuvre. Ben, Wonder Woman, c'est un kangourou. On a évidemment l'avion invisible qui revient. Pareil, une invention de 1941, si je ne dis pas de conneries. Vraiment, on était au tout début des premiers récits Wonder Woman, quand c'était encore écrit par William Moulton Marston. Donc on fait revenir l'avion invisible. D'ailleurs, on peut constater sur la double page qui nous présente Themyscira, et qui se trouve ici même, que cette Themyscira, elle est assez atypique parce que d'un côté, on a des bâtiments dont l'architecture rappelle très clairement l'Antiquité grecque, et puis de l'autre, dans le ciel, on a de la technologie alien, tu vois, avec des espèces de vélos volants, enfin des trucs un peu space, quoi. Voilà, c'est Morrison quand tu nous tiens, quoi. Là, pour le coup, on peut le dire, Oz, c'est vraiment le récit le plus mainstream de Morrison. Ouais, là, pour le coup, je suis d'accord, ouais. Là, pour le coup, c'est ultra accessible, quoi. Non, très clairement, trêve de plaisanterie. Concernant Grant Morrison, c'est vraiment son travail le plus lisible, le plus compréhensible, Wonder Woman terrain.
On n'est pas dans ces travers habituels là, avec ces, nuages tétroplasmiques, je sais pas quoi, mon cul sur la commode, il y a pas de tout il y a rien de tout ça, en fait. De temps en temps, il y a peut-être un mot ou 2 qui pop qui te paraissent complètement étrangers, tu vois? Des trucs que tu n'as jamais lu ailleurs et d'ailleurs, tu sais même pas si ça existe. Ça peut arriver un ou 2 mots, mais ça va pas au-delà. Très clairement, le point fort de toute la saga, bah, c'est le dessin d'Yannick Paquette parce que c'est absolument magnifique. Toutes les pages que je vous ai montrées depuis le début, elles sont sublimes. Il y a un côté carte postale déjà avec, voilà, on n'hésite pas, hop, de la double page pour représenter Themyscira. On la baigne dans la lumière, dans la couleur, vous voyez? C'est toujours très chaleureux, il y a l'arc-en-ciel. Dès que Wonder Woman interagit pour la première fois avec le monde des hommes et ben, on est plongé sous la flotte, dans la nuit. Voilà, c'est très peu attrayant, c'est le monde des hommes. C'est sale, c'est pas beau, il flotte, on se fait chier, il fait froid. Donc en fait, on a un peu le même contraste qu'on avait dans le film de Patty Jenkins avec d'un côté Themyscira qui baigne toujours dans la chaleur, dans la lumière, et de l'autre, Londres qui était, toujours représentée dans le brouillard, la brume, l'angoisse de la guerre, et cetera, la tristesse du monde des hommes. Donc il y a un petit peu de ça aussi ici. Diana, plus belle que jamais, très clairement, et j'ai lu quasiment tout ce qui s'est fait sur, le personnage en VF, et je peux vous dire que pour moi, Yannick Paquette est celui qui a le mieux dessiné Diana. Elle a le regard intelligent en fait, une espèce de fierté dans le regard qu'elle ne dissimule pas, mais qui n'est jamais condescendante en fait. Je sais pas comment dire. Le personnage est ultra digne, mais elle n'est jamais hautaine. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Elle est tout simplement magnifique, quoi. Je veux dire, c'est une très belle femme. Elle a des belles formes. Elle est incroyable. Elle a des yeux de biche. C'est Wonder Woman, ouais. C'est la femme parfaite physiquement. Là, tu peux difficilement faire mieux. Regarde-moi cette expression. Et ouais, au niveau des dessins, il y a un découpage aussi qui est assez intéressant. Tu vois, là, par exemple, sur la petite séquence d'introduction qui nous replace le contexte de ce que sont les Amazones, parce qu'on nous rappelle, en fait, dès le tout début, dès les premières pages du tome 1, on nous rappelle un petit peu ce que sont les Amazones, comment elles se sont libérées du joug herculéen, de l'esclavage des hommes auxquels elles étaient soumises. Et en fait, à ce moment-là, Yannick Paquette utilise des motifs qu'on pourrait très clairement trouver sur des vieilles poteries, sur des antiquités quoi, de l'époque. Il utilise ces motifs pour tracer le contour de ses cases, pour découper ses planches. Comment on appelle ça d'ailleurs généralement les séparations entre deux cases? Ça s'appelle quoi? Des rigoles, non? Je dis peut-être une connerie, mais dans mes souvenirs, ça s'appelle une rigole. Peut-être que je confonds. Une gouttière, je crois que c'est une gouttière le terme. Donc vous voyez, c'est... Et puis la grande force de Paquette aussi, c'est que dans son découpage, le mec reste parfaitement lisible. Ça a l'air de partir dans tous les sens vu comme ça, mais en réalité, ça se lit parfaitement, quoi. Je veux dire, tu cherches pas le sens de lecture à aucun moment. Tout est parfaitement limpide. Ce qu'il aime aussi beaucoup faire dans ce tome 1, c'est même dans les autres, en fait, j'ai envie de dire, c'est utiliser le lasso de vérité. Voilà, il le fait parcourir toutes les pages et ça lui permet une fois de plus de découper les cases, quoi. Donc vraiment de très bonnes idées de mise en page. Regardez celle-ci, elle est incroyable aussi. Donc voilà, visuellement, vous allez en prendre plein la rétine tout au long des 3 bouquins. Il y a peut-être un petit peu plus de faiblesse dans le tome 3 à ce niveau-là. Peut-être qu'il était court dans ses deadlines, je sais pas. Mais c'est vrai que dans le tome 3, j'ai trouvé un peu plus à redire d'un point de vue purement esthétique. Évidemment, je ne vais pas vous trouver d'exemple. C'est toujours comme ça quand on cherche quelque chose. Ben, on le trouve pas. Mais ouais, par moment, tu as des cases où, tu vois, là par exemple, hop, là par exemple, bah, c'est pas très très joli, quoi. Il nous a habitués à mieux en fait. Mais bon, ça reste excellent de bout en bout. Donc le premier tome est convaincant. On fait revenir une némésis de Wonder Woman qui n'est pas forcément utilisée plus que ça, à savoir Medusa, donc la Gorgone, celle qui pétrifie les gens d'un simple regard. Le problème, c'est que ce moment-là est très vite désamorcé par le fait que les gens qu'elle pétrifie vont être sauvés par le fameux rayon oméga violet. Donc en fait, ça manque cruellement d'enjeu parce que tu sais que le rayon sera toujours là quelque part pour sauver les gens qui sont importants dans l'histoire. Voilà le défaut principal pour moi de ce tome 1. Et alors pour la suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Dans le tome 2, Grant Morrison utilise notamment de mémoire 2 super vilains. La baronne von Guderberg ou je sais pas quelle connerie, voilà, une méchante nazie.
C'est pas très original pour le coup, mais une fois de plus, référence au Golden Age. C'est un personnage qui date de 1941, à l'époque où les États-Unis étaient en guerre, enfin, où le monde entier était en guerre avec l'Allemagne nazie. Et donc, bah voilà, les personnages étaient peu inspirés à l'époque. Et Grant Morrison, eh ben, il s'en amuse et il fait revenir cette méchante nazie. Voilà, et je vous spoil rien, mais l'évolution de ce personnage est assez intéressante pour le coup. C'est pas ce à quoi on aurait pu s'attendre. Et deuxième super vilain de la galerie de Wonder Woman que Grant Morrison utilise, c'est le Docteur Psycho. C'est un de mes préférés, j'aime beaucoup ce super vilain. Vous savez, généralement c'est un nain en fait, il est toujours représenté avec une très très petite taille et il a des pouvoirs psychiques. Ici, c'est pas explicite. Ici, pour le coup, on n'est pas sur le Docteur Psycho qui contrôle à distance les pensées des gens, qui a vraiment ses pouvoirs de télépathie. On peut deviner qu'il en a, mais beaucoup moins puissant que ce qu'on a l'habitude de voir le concernant. Mais là où il est très fort, ce Docteur Psycho, c'est surtout dans la manipulation. C'est comment il arrive à retourner le cerveau de Diana, pour le coup, sans utiliser de super pouvoir, juste dans la mise en scène, dans la façon de s'exprimer, enfin dans le mensonge, voilà. Et à ce niveau-là, il est très très fort et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle itération en fait du Docteur Psycho. Donc ça, c'était un bon point du deuxième volume. Alors un truc qui m'emmerde dans ce tome 2, et dont on se rendait peut-être pas forcément compte dans le tome 1, parce qu'on était au tout début de l'aventure, mais là, plus t'avances, si tu te dis, mais à un moment, faut que ça pète, quoi, faut qu'il se passe quelque chose. Cette Diana, elle est ultra molle. En fait, Grant Morrison, il est parti dans un trip où ce serait l'ambassadrice de paix et d'amour, voilà. Et en fait, il est allé à fond dans l'exploitation de cette facette du personnage. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'arme. Elle a son lasso de vérité, et à aucun moment, elle a un bouclier ou une épée. Et vous savez que moi, ça m'emmerde. En fait, moi, quand je lis Wonder Woman, j'ai envie de lire une guerrière grecque qui saute sur des hydres à 5 têtes et qui leur coupe la tête, tu vois. J'ai envie de voir une guerrière grecque qui fout une branlée à un minotaure. Ou à une créature extraterrestre, peu importe. Je veux voir un peu de combat aussi. C'est aussi pour ça que j'ai du super-héros. Et là, à ce niveau-là, c'est ultra mou, quoi. Putain, sans déconner. Si vous voulez voir Wonder Woman qui met des branlées, allez plutôt sur celle de Ruka, ou même celle de Perez, mais pas sur celle de Morrison, hein. Là, c'est plutôt Greta Thunberg, si tu veux. La paix et l'amour sauveront le monde. Il y a ce discours ultra naïf, en fait, qui me fait plusieurs fois au cours de l'aventure lever les yeux au ciel. Plus on avance dans les tomes, et plus on va se rendre compte ce qui pour moi est le défaut principal de Grant Morrison, à savoir que ce n'est pas un homme de concept, c'est un homme de contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu épluches vraiment ces histoires, quand tu fais fi de tout ce blabla généralement qui le caractérise et qui ne veut strictement rien dire, qui est juste là pour t'enfumer en fait l'esprit, quand tu fais fi de tout ça, tu te rends compte que ces idées de base sont complètement flinguées. J'avais pris l'exemple sur cet arc de GLA dans lequel Darkseid cherchait un artefact extraterrestre pour soumettre le monde des hommes à la domination totale. Un grand méchant, un artefact magique et la domination des hommes, la fin du monde. T'as pas plus claqué au monde comme concept, sans déconner. Seulement le mec, il t'enrobait tout ça avec ces trucs là, ces explications qui veulent absolument rien dire, qui font aucun sens. Et en fait, il te fait passer un concept de merde pour quelque chose d'élitiste. Voilà. Et toi, tu passes pour le mec qui comprend pas, et tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible, je suis un vrai débile. Alors qu'en fait, non, c'est juste que son concept, c'est de la merde, c'est juste qu'il te raconte n'importe quoi pour t'enfumer, en fait. Et c'est un petit peu ce qu'il fait ici aussi. Son concept, notamment dans le tome 3, est claqué au sol. Je vais vous résumer le truc. Je vais la faire court, mais en réalité, je suis très proche de ce qui se passe vraiment dans le tome 3. D'un côté, on a les gentils Amazones et le monde des femmes en général. Voilà. La gente féminine, représentée par les Amazones, qui essaye de se libérer du joug patriarcal, de l'horrible joug patriarcal, de l'horrible domination des hommes sur elles. C'est de se libérer de cette emprise. Voilà. Parce qu'en fait, on t'explique tout au long de cette aventure que les hommes sont tous les mêmes. Voilà, la guerre, l'argent, la corruption et surtout la domination sur les femmes. C'est ultra caricatural, ultra manichéen, mais je vous jure que c'est clairement le propos de Wonder Woman Terre 1. Et l'idée, c'est que Diana, avec les Amazones, elles aident les femmes de la Terre à se libérer en fait des chaînes invisibles de l'oppression des hommes. Voilà, c'est ça l'idée. Dans le tome 1, il y a un passage qui est d'une stupidité sans nom. C'est lors de la première interaction
de Wonder Woman avec le monde des hommes. En fait, la première infrastructure visitée par Diana, c'est un hôpital. Et donc, elle se balade au gré des couloirs, des artères de cet hôpital. Et là, elle arrive dans une grande chambre immense avec plusieurs lits dans lesquels on n'a que des femmes. Ok? Toutes les patientes que vous voyez dans cette pièce sont des femmes. Et là, en fait, ça la choque. Mais les femmes souffrent dans ce monde hostile. Toutes ces femmes sont mourantes, nos sœurs mourantes, leur vie, leur sagesse perdue pour toujours, sans laisser de traces. Quel est ce monde où les femmes périssent seules, effrayées, ou soumises aux soins désincarnés d'un jeune mâle, hein? Je ne devrais pas être là, c'est horrible, je n'appartiens pas à ce monde. Parce qu'en fait, il est bien connu que dans notre monde, dans l'horrible monde des hommes, il n'y a que les femmes qui souffrent et qui se retrouvent sur des lits d'hôpitaux. C'est d'une débilité ce truc, putain, sans déconner. Ça me fait penser à la double page dans Wonder Woman Historia, donc de Kelly Sue DeConnick, où en fait, on te rappelait toutes les périodes tendues un peu de notre histoire récente, vous savez, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et en fait, on te montrait des situations où seules les femmes étaient ciblées. Donc en fait, l'idée, c'était de te rappeler à quel point les femmes ont souffert dans notre monde. Ok ? Et les hommes qu'on envoyait au combat, là, qu'on venait chercher dans leur ferme pour leur dire maintenant tu prends ce fusil et tu vas affronter du chleu, qu'on envoyait dans les tranchées à Verdun, ou les soldats américains qui avaient rien demandé, là, qui étaient envoyés sur Omaha Beach, qui se faisaient déchiqueter à coups de mortier et à coups de MP40. Non, non, ça on n'en parle pas. Non, les hommes ne souffrent pas dans ce monde. Il n'y a que les femmes en fait. C'est incroyable. Mais moi, ce genre de discours m'insupporte. Très clairement, m'insupporte. Je n'en peux plus. Dans le tome 2, on a cette double page où on voit un petit peu les exploits de Wonder Woman qui vient d'être introduite au monde des hommes en fait. Donc là, ce sont ses premières pérégrinations, si je puis dire, dans le monde des hommes, ses premiers exploits en tant que super-héroïne. Et en fait, quand on regarde bien, à chaque fois, elle ne va sauver que des femmes. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que cette Wonder Woman, en fait, elle a poussé son combat dans un tel extrémisme idéologique qu'elle n'a Dieu que pour les femmes. Elle choisit les gens qu'elle va aider. Et ça me pose problème. Ça me pose clairement problème. Les hommes sont toujours représentés de manière extrêmement négative. Alors, je vous laisse regarder. Parce qu'évidemment, on va prendre les exemples, une fois de plus, les plus caricaturaux de notre monde. Voilà, les terroristes islamistes, comment on appelle ça, les hauts gradés, tu sais, dans l'administration américaine, évidemment, voilà. Comme si, évidemment, il n'y avait jamais eu aucune femme politicienne qui avait fait de la merde. Et qui avait pris des décisions mortifères pour la population qu'elle est censée soutenir et représenter, quoi. Non, ça n'existe pas, ça. Le féminisme, c'est un combat sain qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai aucun souci là-dedans. C'est même un combat dans lequel je m'inscris totalement. L'égalité des hommes et des femmes devant la loi, des égalités salariales, enfin bref. Là où j'ai beaucoup plus de mal, c'est avec le néo-féminisme brandi ici par Grant Morrison. Le néo-féminisme, c'est renverser le patriarcat par le matriarcat. Renverser une forme de fascisme par une autre, en fait. Et c'est très clairement le message que véhicule ici Grant Morrison, parce que quand tu commences à amalgamer tous les hommes, à les mettre dans le même panier en fait, et opposer à ça la solution idéale, avec vraiment tout ce discours ultra naïf sur la paix et l'amour l'emportera en fait, voilà. On va détruire les nations, on va détricoter les nations en fait, parce que ce sont les nations qui engendrent les guerres. Mais c'est d'une naïveté absolue comme discours, bordel de merde. Les nations, elles servent surtout à protéger les peuples, en fait. Ça, il faut bien le comprendre. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de discours, mais quand on commence à me dire les nations et les drapeaux, c'est ce qui crée les guerres. Non, en fait, le problème est bien pire que ça, en fait. Le problème, il est bien pire que ça. Les hommes se foutaient sur la gueule avant de créer des nations. En fait, il faut bien le comprendre. Les nations, c'est à un moment donné des gens qui se sont rassemblés parce qu'ils partageaient un même socle culturel, une même langue, la même bouffe, etc., etc. Et en fait, ils sont réunis entre eux pour former une communauté. Et en fait, l'idée, c'était de se prémunir, de se protéger d'éventuelles agressions extérieures, faites par d'autres communautés, par d'autres ethnies, peu importe. C'est comme ça que sont nées les nations, en fait. Et là, venir m'expliquer que, parce que ça, c'est vraiment ce que dit Wonder Woman à un moment donné dans le bouquin, il va falloir abolir cette notion de nation. Dans le tome 3, Diana part à la recherche d'alliés, parce qu'en fait, le méchant monde des hommes menace, avec à sa tête Maxwell Lord, en fait. D'ailleurs, Maxwell Lord, on en parle de ça vite fait.
Bon, je vais pas trop vous spoiler le délire, mais en très gros, on a Maxwell Lord qui se crée une armée de robots et qui devient, en l'espace de 2 coups de cuir à peau, suffisamment puissant et légitime aux yeux du monde pour déclarer la guerre à lui tout seul aux Amazones. C'est pas expliqué, le mec prend le pouvoir, tu sais pas trop comment, alors après on va te justifier ça par le fait que, en fait, c'est pas vraiment Maxwell Lord, c'est un peu plus que ça. Non, mais c'est nul en fait. C'est bâclé et tu vas à la facilité une fois de plus, Grant. Tu vas vraiment à la facilité. Moi, j'ai eu un gros souci là avec ce Maxwell Lord. Il y a un énorme manque de développement et le mec, OK, bon, bah. Puis tout le monde le laisse faire en fait, tu vois? Toutes les nations du monde justement, elles le regardent, elles le laissent faire. OK. Bref, les Amazones vont pas tarder à se faire péter la gueule par les méchants hommes, et leur armée de robots et donc du coup, ben, Diana, elle décide de partir à la rencontre d'autres tribus amazones oubliées sur d'autres planètes. Oui, parce qu'en fait, il y a une notion de multivers là-dedans, c'est-à-dire que Grant Morrison ne peut pas s'en empêcher. Un truc qui s'appelle Terre 1, il est obligé d'aller chercher quand même du multivers. Et donc les Amazones, pardon, vont se chercher des alliés sur d'autres planètes et sur une de ces planètes, voilà, la planète des libellules là, les hommes sont réduits à l'état d'esclavage. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont traités comme des animaux de compagnie. On les tient en laisse. Et Wonder Woman ne semble pas s'en offusquer. Alors elle va manifester son mécontentement, mais c'est très bref, hein, c'est très rapide. Hein, voilà, elle va expliquer à la reine de cette fameuse île que ah bah c'est pas comme ça qu'elle aurait fait, c'est peut-être un petit peu too much. Mais c'est pas grave, ça vous empêchera pas de combattre à nos côtés. Voilà. Wonder Woman tolère une planète sur laquelle les hommes sont réduits à l'état d'esclaves. Et l'inverse, qu'est-ce qui se serait passé? Bah, à l'inverse, je vous le dis, ça se serait terminé en bain de sang. En fait, les Amazones auraient décapité tous les hommes. Voilà. Non, mais regardez, sans déconner, les pages parlent d'elles-mêmes. Là, donc, on a la fameuse armée de robots qui menace Themyscira. Détruire, anéantir, anéantir toute vie, détruire. Une fois de plus, sans déconner, on a des Amazones qui se battent contre des robots pour protéger leur île, des robots programmés pour détruire, pour tuer, pour anéantir. Putain, mais c'est débile, c'est débile. Mais qu'est-ce qui sauve Grant Morrison là dans l'histoire? Qu'est-ce qui sauve Grant Morrison? Bah, c'est Yannick Paquette, sans déconner. Maintenant, vous mettez un dessinateur beaucoup moins talentueux. Ah bah, je peux vous dire que le bouquin il vous tombe des mains. Hein. Heureusement que c'est Yannick Paquette, hein, parce que lui il embellit la chose très clairement. Regardez, c'est magnifique. Mais en fait, tu te retrouves à tourner les pages juste pour contempler les dessins, quoi, parce que franchement, le scénario, mais c'est pas ça qu'est ça, quoi. Enfin, c'est même risible, c'est même risible. Face à face entre le chef des robots, donc avec le signe masculin, et le chef des. La chef, pardon, excusez-moi, écriture inclusive, tout ça. La chef des femmes, donc avec le petit signe féminin. Voilà. On en est là. Hein. On en est réduit à ça, quand même. Alors, la fin du bouquin, elle est absolument fabuleuse. Gros aveu de faiblesse de cette idéologie gauchisante. Les Amazones l'ont emporté sur le monde des hommes. Voilà, elles ont gagné la guerre avec des bisous, la paix, l'amour, tout ça. Le monde des bisounours, on fait des crêpes et on s'aime. Et on s'encule, pourquoi pas. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les femmes l'ont emporté. La bonté des femmes l'a emporté. Et Etta Candy, pareil, hein, c'est un vieux personnage, Etta Candy, qui a été récupéré par Grant Morrison. Elle est dans le film d'ailleurs. Donc c'est une alliée humaine de Wonder Woman. Elle explique ceci. Et là, c'est incroyable. Écoutez bien. Ne vous y trompez pas, il y aura des résistances. Dehors, un tas de vieux croulants. Toujours des vieux, hein, pas des vieilles. Toujours des vieux croulants. C'est les vieux réacs, tu vois, ceux qui votent à droite. S'imaginaient tenir l'avenir entre leurs mains. Diana pense qu'elle peut discuter avec eux. Mais si ça ne fonctionne pas, ma foi, il nous reste le contrôle mental des Amazones. Non mais tu te rends compte un petit peu? C'est-à-dire qu'en fait, on va leur faire accepter de gré ou de force notre vision du monde. Voilà, à ces vieux fachos. Qui est la facho finalement? Ce tome 3, il est un peu comme le tome 1, vous savez, il y a deux timelines. Il y a une partie dans le futur pour le coup et une partie dans le passé, voilà, parce qu'on est au futur et on raconte ce qui s'est passé avant. Là où le tome 1 c'était passé présent, là c'est plutôt futur et passé. Et en fait ça rappelle pareil un vieux récit que j'avais lu, je crois que c'était dans le Wonder Woman Anthology d'ailleurs, où Wonder Woman était dans un futur utopique présidente des États-Unis. Et je pense que Grant Morrison a voulu faire référence à cette petite histoire du Silver Age ou Golden Age, j'en ai plus aucun souvenir, en tout cas c'était disponible dans Wonder Woman Anthology. Bref, pour résumer la saga Wonder Woman Terre 1, les petits gars, moi je ne vous conseillerais
que le tome 1, qui est une bonne manière de découvrir le personnage, parce que ça a beau se passer sur Terre 1, ça a beau censé être un univers alternatif, au final, Grant Morrison est très fidèle à ce qui a déjà été fait sur le personnage. Voilà, c'est du copier-coller de l'origin story de 1941. Donc du coup, c'est pas très dépaysant, et de ce fait, c'est un très bon moyen de découvrir le personnage. En fait, si vous voulez découvrir cette origin story, je pense que vous la connaissez, on a quand même eu 2 films, les petits gars, hein. Mais voilà. Mais alors à partir du tome 2, alors le tome 3 c'est le coup de grâce. Tome 2 c'est la descente aux enfers, tome 3 c'est le coup de grâce. Dans l'ensemble, ce que je retiens de la saga, c'est que c'est creux, c'est d'une naïveté absolue. Hop, la petite note de montage. Alors je suis désolé, j'ai la voix complètement éclatée parce que je suis malade. Tout ça pour ajouter que j'aurais dû préciser faussement naïf. En réalité, parce que sur ce coup, je soupçonne fortement Grant Morrison de faire preuve d'une grande malhonnêteté intellectuelle en antagonisant d'une manière aussi peu réfléchie, bourrée de raccourcis et manichéenne le débat. Quoi qu'il arrive, le résultat en est d'autant plus navrant, faussement naïf et réellement navrant. Je crois que je tiens mon titre de vidéo. Et franchement, par moments, c'est même insultant. Quand vous êtes un homme, c'est insultant. Vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à cette œuvre. Voilà. Donc Grant Morrison, vraiment, j'ai du mal déjà dans sa façon d'écrire les histoires, mais aussi j'ai du mal avec son idéologie, très clairement. Voilà. Donc c'est vraiment pas un auteur qui est pour moi. Et je pense que j'en ai terminé, pas définitivement, mais pas loin avec lui. Hein. Ou elle. Yel, parce qu'apparemment maintenant c'est Yel. Allez, ciao les zingues.